Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Giro pour faire la présentation des différents sprinteurs de cette épreuve. Alors, comme pour les grimpeurs, même topo, les mêmes catégories, c'est-à-dire les favoris, les outsiders. On attaquera ensuite les grosses surprises, les coureurs invisibles et puis les équipes qui n'ont absolument pas de sprinters. J'ai pourtant gratté dans la liste de départ, mais je n'ai pas trouvé de différents sprinters. Donc on va classer les différents coureurs, puis je vous expliquerai chaque fois mes choix du côté de cette vidéo. Puis donc n'hésitez pas à aller voir celle des grimpeurs si vous ne l'avez pas vu. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris dans les sprinters, quelle est votre grosse cote, vos deux grosses cotes pour ce Giro de ce côté-là. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également, pour me soutenir, cliquer rapidement sur les vidéos dès leur mise en ligne. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de rajouter la petite cloche, donc juste à côté du bouton cliquer. Vous cliquez sur le bouton abonner et puis ensuite, vous pouvez accéder à un menu déroulant où vous pouvez rajouter toutes les notifications. Allez, on commence tout de suite avec ce Giro et donc ces différents sprinteurs de ce Giro. Et on va commencer par les favoris. Pour moi, mon premier favori, c'est Olaf Koy, le néerlandais. Et oui, pourquoi Olaf Koy? Parce qu'il a Van Aert avec lui et Eduardo Affini. Même si ce n'est pas un train complet, on sait qu'avec Van Baarle, Koy, Affini, Van Aert, ça va être du très solide. De ce côté-là, en plus, dans le même temps, un Simon Yates où on ne sait pas trop où il en est. Et puis, ce n'est pas la première fois que Simon Yates devrait collaborer avec un sprinter. Il l'a déjà fait, notamment du côté de Jayco Alula, cette équipe qui a eu de multiples noms à l'époque, notamment avec Michael Matthews, mais même avec d'autres coureurs, avec Groenewegen. Il s'est déjà retrouvé avec un autre leader sprinter dans sa formation, donc normalement il sait faire, mais avec Van Aert forcément c'est un avantage. On sait que Van Aert, Koy, ça marche très bien, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, et Koy, même sans un train extrêmement solide, arrive à être performant. Alors là, avec Van Aert, Affini, Van Baarle, ça devrait plutôt bien se passer. Van Baarle a assez peu couru, donc ça va peut-être être compliqué sur les premières journées, mais ensuite ça devrait être mieux. Van Aert, il est plutôt en bonne condition physique, même si on a du mal à jauger cette campagne de Flandrienne du côté de Van Aert. Et puis Eduardo Affini, on sait qu'il a d'excellentes qualités de rouleur. Donc avec ces trois coureurs-là, même si ce n'est pas un train complet, Van Aert devrait bien s'en sortir. Et puis je rappelle que c'est pas comme si peut-être l'adversaire numéro 1 de Van Aert n'a pas non plus un train complet. Les équipes qui ont emmené vraiment une équipe tournée autour de sprint, ce n'est pas forcément les équipes des archi-favoris. Donc ça peut être un avantage du côté d'Olaf Koy. Et puis on n'oublie pas qu'Olaf Koy sait passer les bosses. Même si je pense que sur les sprints vraiment en faux plat montant, il faudra voir comment est Van Aert. Mais peut-être qu'on lui confiera également les clés du camion parce que la défaite face à Nelson Poles, on a beau dire, elle a fait quand même mal à Wout Van Aert en termes de confiance. Et peut-être que de le relancer comme poisson pilote d'Olaf Koy, ça peut peut-être aider Wout Van Aert. Et puis, bon, voilà, Olaf Koy, un maillot cyclamen, ça pourrait être aussi un objectif pour le coureur néerlandais qui reste jeune, mais au bout d'un moment, on sait que c'est un coureur qui est très talentueux. Et puis, ça serait bien quand même de commencer à obtenir des maillots de meilleurs sprinteurs, parce qu'il a gagné des étapes, il a gagné une étape sur le Giro, mais il n'a pas encore été vraiment très performant dans ce maillot cyclamen. On poursuit du côté des sprinteurs, deuxième favori, du côté de la Lidl Trek avec Mats Pedersen. Et Mats Pedersen qui devra faire avec Giulio Ciccone, alors même s'il aura quand même une équipe intéressante autour de lui. Je pense notamment à Søren Kragh Andersen, je pense notamment à Dan Houle, Matthias Vachek également devrait faire le job. Pourquoi pas également
Jacopo Mosca, mais il n'aura pas un train complet. Et oui, Verona notamment, même Mosca feront peut-être le job pour Ciccone et notamment également Patrick Conrad. Ça pourrait peut-être un petit peu perturber Mats Pedersen. Et puis l'autre interrogation du côté de Mats Pedersen, c'est qu'on l'a vu performant sur les classiques flandriennes, mais pas forcément sur des sprints. Là, il a été un petit peu plus en difficulté, Mats Pedersen, sur les sprints. Et ça va peut-être être un désavantage pour le coureur danois qui a eu tendance depuis le début de saison à lancer de loin. Certes, on sait que c'est son habitude, mais à lancer de beaucoup trop loin du côté du coureur danois. Donc ça peut être un désavantage. Et puis, l'autre désavantage de Mats Pedersen par rapport à Olaf Koy, c'est que l'an dernier, il n'était pas sur le Giro, contrairement à Olaf Koy, donc qui connaît quand même plutôt bien les routes italiennes. Il faut savoir que Mats Pedersen a fait 3 fois le Giro dans sa carrière, mais la dernière fois, c'était en 2023. Ça remonte quand même un petit peu. En plus, il avait abandonné sur ce Giro, même s'il avait remporté une étape. Et sinon, les Giros qu'il a effectués, c'était en 2017 et 2018. Et oui, il était en tout début de carrière à l'époque. Il était chez Trek Segafredo. Il faudra voir comment il arrive à s'en sortir. Parce que voilà, encore une fois, quand on vous change un petit peu votre manière de faire, ça peut être un petit peu plus difficile à gérer. Voilà, alors sur le Giro, en 2023, en plus, il avait abandonné quand même assez vite, dès la 12e étape après une échappée. Donc ensuite, il faudra voir lui qui s'était imposé à Naples. C'est bien, on retournera du côté de Naples pour Mats Pedersen. Mais il faudra voir comment il arrive à s'en sortir du côté du coureur danois qui était très en forme dans cette campagne de classique et qui a fait un début de saison intéressant. Mais encore une fois, peut-être un petit manque de victoire sur des sprints massifs du côté de Mats Pedersen depuis le début de saison. C'est ce qu'on pourrait reprocher au coureur danois. Troisième coureur, et oui, je le mets parmi mes favoris. Pourquoi? Milan Fretin. Très gros début de saison du côté de Milan Fretin. Il a gagné des courses et surtout, il a battu du beau monde, Milan Fretin. Quand on voit les coureurs qu'il a battus, notamment sur le Tour de l'Algarve, mais pas seulement, également sur la Classica d'Almeria notamment. Et lui, il aura un train. Alors certes, ce n'est pas le meilleur train du monde. Il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas habitués à cet exercice-là. Dommage, il n'y aura pas Alexis Renard, par exemple, qui aurait pu être intéressant, ou Benjamin Thomas sur ce Giro. Mais on aura quand même du Yann Mas, du Stefano Oldani pour rouler, pourquoi pas également du Nicolas de Beaumarchais. Également du côté de cette formation. Et moi, je suis content parce que je l'avais dit l'an dernier, j'avais trouvé ça dommageable qu'on ne lui ait pas confié les clés du camion sur un grand tour. Et là, on s'aperçoit qu'avec le départ de Guillaume Martin, la Groupama FDJ, ça donne des opportunités du côté de la Cofidis pour mettre un sprinter. Et vu le début de saison qu'il a réalisé, Milan Fretin, eh bien, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas aussi performant sur ce Tour d'Italie. Donc, c'est un coureur que je vais suivre sur cette épreuve et j'espère des bons résultats pour le coureur belge et aussi pour Cofidis parce que ça permettrait un petit peu de leur donner un petit peu d'air frais par rapport à la potentielle relégation toujours possible pour l'équipe française en 2e division. Donc, ça pourrait faire du bien à la Cofidis. Donc, voilà, Milan Fretin, je le mets parmi mes favoris parce que je trouve qu'il a été très bon depuis le début de saison. Même si c'est un coureur qui, je crois, n'a jamais fait de grand tour, Milan Fretin. Le Belge, je ne sais plus, je regarde, je vous dis ça tout de suite. Oui, ça sera son premier grand tour de sa carrière à Milan Fretin. Donc, il faudra voir comment il tiendra en 2e et 3e semaine. Mais en première semaine, il y aura des opportunités pour les sprinteurs. Et là, normalement, ça devrait bien se passer. Vainqueur de la Ronde van Limbourg, vainqueur également sur le Tour de l'Algarve et sur la Classica des Almeria. Et puis, beaucoup de top 10, à part sur la classique Bruges de Panne où il a fini 150e. Sinon, il a toujours été dans le top 10 à Kuurne, à Criquet-Lyon, à Jean-Pierre-Montserrat. Donc ça montre également une belle régularité dans les résultats du côté de du coureur de la Cofidis qui est en contrat
jusqu'en 2027. On poursuit avec un quatrième et dernier favori, c'est Caden Groves. Caden Groves, ça reste quand même une valeur plutôt sûre hein, du côté du sprint. Alpecin de Konin sait que faire le travail avec notamment Quinten Hermans, Timo Kellich également du côté de cette équipe, ça va être intéressant. Pro Wright, Fabio Van Den Bosch également. Et puis quand on voit la liste de départ, il n'y a pas de grimpeur du côté de Alpecin de Konin, donc on misera tout sur les sprints. Et dans cet exercice-là, Caden Groves peut être très intéressant, même si l'Australien a fait un début de saison assez calme. Hein, on ne va pas se mentir, Caden Groves, par rapport même aux années précédentes, un Tour de Catalogne où il a abandonné assez vite, 5e, ça c'était intéressant en 2000 ans sans remous, mais c'est vrai qu'en delà, à part ses résultats là, hein, sur le mois de mars, le mois de février avait été plutôt compliqué pour le coureur australien, donc on verra comment ça se passera pour lui, qui fera également le Tour de France. Hein, il doublera les deux courses par étape. Sur le Tour de France, il aura plus un rôle d'équipier, notamment pour Jasper Philipsen sur cette épreuve. Normalement, hein, ça sera lui l'équipier et le poisson pilote de Jasper Philipsen. Mais Caden Groves, ça reste, je dirais, une valeur sûre. Et puis avec un bon Timo Kellich. Dommage du côté de la Alpecin de Konin qu'on n'a pas pris un Simon Désert que j'ai trouvé plutôt bon. Depuis le début de saison, on aurait peut-être pu lui donner l'opportunité de faire le Tour d'Italie, parce que j'ai trouvé plutôt bon sur le début de saison, le coureur belge. Donc voilà, du côté des favoris, on passe aux outsiders, c'est-à-dire aux coureurs qui peuvent avoir de bons résultats. Et là, je pense à Sam Bennett. Là aussi, pourquoi du côté de Sam Bennett? Une belle équipe autour de lui. On aura Dries de Bont, De Wulf, Dorian Godon. On sait les qualités de Dorian Godon. Et surtout, ça se passe très bien entre Dorian Godon, Gumerstadt et Sam Bennett. Donc on sait que ça peut être très intéressant du côté de l'Irlandais. N'oublions pas également Andrea Van Dramé. En fait, en montagne, il n'y a que Prodhomme et Bouchard. Donc autant vous dire qu'on est plutôt tourné vers le sprint du côté de cette formation. Et forcément, ça peut être intéressant pour Sam Bennett. Et n'oublions pas que l'an dernier, sur les 4 jours de Dunkerque, il avait été très intéressant. 4 jours de Dunkerque au mois de mai. Donc c'est-à-dire qu'il avait le pic de forme au bon moment, Sam Bennett, la saison dernière. Et là, ça peut extrêmement bien se dérouler pour le coureur irlandais. Beaucoup d'expérience du côté de Sam Bennett sur les grands tours. Les jambes sont toujours là, même si elles sont un petit peu moins bonnes qu'avant. Mais il aura le train, lui, contrairement à certains autres coureurs. Et on sait qu'avec un train, il sait se débrouiller, Sam Bennett, dans les sprints. Donc il faudra faire attention à l'Irlandais. Surtout qu'on se rappelle, il avait été porteur d'un maillot rose. À l'époque, ça remonte un petit peu, Sam Bennett, mais on sait que c'est le Giro, ça lui convient bien au coureur irlandais. Donc il faudra faire attention à lui. Voilà, Sam Bennett, c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que chez les 4 mois G2R, ça se passe plutôt pas trop mal, avec notamment 2 victoires sur le région Pays de la Loire Tour, vainqueur également d'une étape du Tour de la Provence, de 2 étapes du Tour de la Provence. Deuxième d'une étape de Tirreno Adriatico, c'était à San Benedetto del Tronto en fin de course. Donc un début de saison plus que intéressant pour le coureur irlandais, surtout si on compare aux dernières années. Alors oui, on est peut-être loin du grand Sam Bennett, notamment de la fin de la période Bora et de la période de Conan Quick-Step. Bon, on est quand même sur un coureur intéressant du côté de l'Irlandais qui a 34 ans cette année, Sam Bennett. On poursuit du côté des outsiders avec Intermarché. Du côté d'Intermarché, on a Gerben Tyson. Oui, parce que Louis Mentis en montagne, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais Gerben Tyson, au niveau du sprint, quand on voit, on va dire, la liste de départ qui nous est proposée par ce Tour d'Italie, eh bien, on peut se dire que c'est un coureur qui est toujours intéressant. Avec en plus Diane Smith dans cette formation, Gies van Hoeke ou encore Taco van der Horn qui peuvent faire le travail sur les étapes de plat, même si Taco van der Horn, on devrait le voir dans des échappées. Je dirais que c'est peut-être la meilleure opportunité de l'Intermarché, Gerben Tyson, pour avoir des résultats et pour marquer des points sur ce Tour d'Italie, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'équipe belge avec Lumentis pour viser un classement général, parce que Lumentis maintenant, allez,
au-delà de la 12e place, hein, je pense que ça sera compliqué de rentrer dans le top 10 pour le coureur sud-africain. Alors que Gerben Tyson, il est capable de faire des résultats sur les sprints. Donc ça pourrait être la belle opportunité du côté de l'Intermarché pour aller chercher quelques points UCI qui sont toujours précieux pour le classement et pour rester en World Tour l'année prochaine. Q36.5, là aussi des outsiders du côté de Q36.5 et je pense notamment à Matteo Moschetti emmené par Emile Lippens du côté de cette formation. La seule difficulté pour Moschetti, c'est qu'on voit qu'on a quand même pas mal de coureurs qui ne pourront pas aider globalement pour la préparation d'un sprint. Je pense notamment à un Milan Vader, à un Damien Hawson. Et c'est peut-être là où ça va être compliqué pour le coureur italien. Après, il s'est retrouvé, Matteo Moschetti. Il a vraiment retrouvé des bonnes jambes. Et moi, je me souviens d'un Tour d'Italie où il avait eu assez peu d'aide de ses équipiers. À l'époque, il était chez Trek Segafredo. Il avait un train qui n'était pas exceptionnel. Il avait quand même réussi à plutôt pas mal se débrouiller pour prendre des top 5. Donc, c'est un coureur qui est en capacité de faire du bon travail également. Matteo Moschetti, puis avec des jambes de qualité, ça peut bien se passer. J'ai encore un peu des doutes sur la relation avec Emile Lippens, sur le Alula Tour notamment, et les quelques courses que j'ai vues avec Matteo Moschetti. Je trouvais que le relationnel entre poisson pilote et sprinter n'était pas encore parfait parce qu'on voyait Emile Lippens énormément se retourner, notamment dans des moments importants et parfois dans des moments dangereux pour savoir où était Moschetti. Donc on sent qu'il y a la cohésion n'est pas encore totalement là entre les deux coureurs et c'est hyper important la cohésion du côté du sprint. Donc on verra comment ça va se passer du côté de ces coureurs-là. Mais Matteo Moschetti, je me dis, ça peut être très intéressant. Et là, ça peut être une grosse cote aussi pour une victoire d'étape. Matteo Moschetti sur ce Tour d'Italie, sur ce Giro. La Visma, l'Isobike après Olaf Koy, je mets quand même Wout van Aert. Imaginons un Olaf Koy qui soit souffreteux, c'est déjà arrivé sur le Tour d'Italie, ou qui soit qui chute en début de course, qui pourrait arriver, parce que les sprints sur les premiers jours d'un grand tour sont toujours un petit peu difficiles et techniques. Et bien là, on pourra avoir Van Aert qui prenne le relais. Alors ça pourrait être aussi une interrogation avec Van Baarle, mais comme les deux sont un petit peu en manque de résultats sur les sprints, je parle bien sur les sprints, Van Baarle, avec sa clavicule, il a assez peu couru. Et Van Aert, bon, ça n'a pas été simple. Moi, je pense qu'entre les deux, je choisirais plutôt Van Aert dans un premier temps. Et puis, si ça se passe mal, on peut récupérer ensuite Dylan Van Baarle. Mais ça pourrait être là aussi une opportunité pour Van Aert. Et puis, il y a des sprints parfois sur des journées un petit peu plus compliquées où Olaf Koy n'arrivera pas à passer. Et là, il faudra faire attention aux coureurs belges qui pourraient faire un résultat. Et encore une fois, n'oublions pas que Simon Yates n'a pas forcément été très bon depuis le début de saison. Donc, ça donne peut-être plus d'opportunités pour les sprinteurs parce que la Visma Isobike est un petit peu en manque de résultats depuis le début de saison, surtout en comparaison de la UAE ou encore de la Red Bull Bora ou encore plus de la Lidl Trek, je trouve. Du côté des sprinteurs et des sprinteurs outsiders, moi je mets Michael Zillard, le néerlandais, parce qu'on sait qu'il a les qualités. Zillard, il nous l'a montré depuis le début de saison. Là aussi, un peu comme Fretin, des bons résultats sur cette première partie de saison pour Zillard. Quelques courants en plus pour l'accompagner et pour l'aider. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à Aida Inese sur ce Tour d'Italie, voire du côté de la Tudor, du côté de cette formation Arvind de Klein. Mais on a privilégié Michael Zillard qui a bien progressé depuis le début de saison. Et en termes de résultats, lui, il est spécialisé prologue. Il y a quand même une 3e place sur le Alula Tour, 6e d'une étape sur l'UAE Tour. Encore une 2e place à Follonica sur Tirreno Adriatico en début de course. Alors je pense que c'est un coureur qui peut être performant en première semaine, un peu plus compliqué derrière. Et puis c'est vrai qu'on doit faire aussi avec la blessure d'Arvind de Klein à août pour le bon moment. Un Merhofer, un Marc Hirschi hors de forme. Donc on a fait un choix avec le coureur néerlandais
qui a participé au Tour de Romandie avec une 5e place sur le prologue. Ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué sur les étapes d'après. Mais moi, je me dis, en outsider, Zillard, ça peut être intéressant à suivre. Surtout que normalement, il faisait le travail pour De Klein. Là, si c'est lui qui passe numéro 1 pour les sprints, il aura peut-être le travail qui sera fait beaucoup mieux par ses équipiers. Que si bien, il était numéro 2 dans cette formation et qu'il était plutôt poisson pilote. On continue avec Giovanni Leonardi, toujours se méfier du coureur italien de la Polti Visite Malta. Leonardi, je trouve que c'est un coureur qui est capable de faire des résultats dans cet exercice-là du sprint en début de saison. Il est capable d'être très régulier. Il a même remporté le classement de meilleur sprinter du Tour de Turquie, avec notamment une 2e place à Kalkan, un 2e également sur la première étape du Région Pays de la Loire Tour, quelques top 10 également sur Tirreno Adriatico, sur deux 3e place à Grand Camino. Le problème de Giovanni Leonardi, c'est un peu comme José Joaquim Rojas, ce ne sont pas des serial winners, ce n'est pas des mecs qui arrivent à marquer énormément de points. Donc ça peut être vraiment le problème du côté du coureur italien, c'est que ce n'est pas forcément un coureur qui gagne. Par contre, c'est un coureur qui est régulier. Et du côté de la Polti Visite Malta, on ne va pas forcément lui demander de gagner sur ce Giro. Si on arrivait déjà à faire des top 5, des top 10, je pense qu'on serait déjà satisfait de la course du coureur italien. Donc ça sera à suivre. Surtout que c'est quand même son 4e Giro du côté du coureur italien. 2019, 2020 et 2024. Et il avait pris la 3e place d'une étape l'an dernier. Donc on le souhaite de réussir à faire aussi bien du côté de Giovanni Leonardi, de réussir à rentrer dans le top 10. Dans le top 5 d'une étape, ça serait déjà un très bon résultat. Et puis bien entendu, parmi les outsiders, je le mets en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier, Paul Magnier du côté de la Soudal Quick-Step, mais j'avais envie d'en parler un peu plus. Coureur qui va avoir une équipe intéressante autour de lui, notamment Ethan Etter. On sait il peut bien placer quand il est motivé, il peut bien placer des coureurs. Joseph Cerny, également le coureur tchèque. Et puis n'oublions pas Cataneo. Du côté de Paul Magnier. Je ne veux pas lui mettre trop la pression. Voilà, au coureur français, ça reste un premier grand tour. Ça reste un coureur qui n'est que dans sa 2e année en World Tour. Donc, il va falloir prendre ses marques sur ce début de Tour d'Italie. Mais je me dis qu'avec ses qualités en boss du côté de Paul Magnier, ça peut très très bien se passer. Et puis, on sait que la relation avec Lamparty est plutôt pas mauvaise entre les deux. Et ça aussi, c'est encore une fois très important du côté d'une équipe de sprinters, d'avoir un bon relationnel avec son poisson pilote. Et puis on sait ses qualités à Paul Magnier. Donc ça peut être très intéressant de voir comment ça se passe pour le coureur français face à une grosse opposition. Moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner Paul Magnier face à une grosse opposition. Face à une opposition au niveau World Tour. C'est vrai que ce n'est pas la plus grosse opposition d'un grand tour, mais face à des Coy, face à des Pedersen, à des Caden-Gross, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, on espère, sur ces 3 semaines de course. On passe aux surprises du côté des sprinters sur ce Tour d'Italie. Eh bien, je commence avec la Movistar, avec Orluis Aolar. Alors, une équipe plutôt au service des grimpeurs. De toute manière, chez Movistar, on n'a pas forcément la culture du sprint. On a vu avec Gaviria, avec d'autres coureurs, ça a toujours été compliqué du côté de la Movistar d'essayer d'avoir des trains. Même à l'époque de Roras, ils devaient souvent se débrouiller seuls. Après, Orluis Aolar, ça ne lui change pas de la Cara Rural, où en gros, il avait déjà ce problème-là du côté de la Cara Rural, d'avoir assez peu d'équipiers au final à son service pour être en capacité de faire un train. Donc il devra se débrouiller seul, mais il sait le faire, Orluis Aolar. Alors je pense que ça sera compliqué sur les sprints les plus plats. Par contre, il y a quelques étapes un peu vallonnées
par exemple aux alentours de 2000 mètres de dénivelé positif, où là, Luis Aolar peut être très intéressant avec des adversaires un peu fatigués. Et puis pourquoi pas en deuxième semaine également, après quelques kilomètres déjà de course dans les pattes, où là, il pourrait peut-être être intéressant Luis Aolar. Donc voilà, c'est un coureur qui pourrait être intéressant, mais ça reste quand même plutôt une grosse surprise. Ça ne sera pas évident pour lui sur cette épreuve, ça c'est clair et net. On poursuit avec Mozzato. C'est bizarre, Mozzato. On parlait de... C'est un peu comme Ciccone. C'est un coureur qui a des grandes qualités de sprinter. Enfin, a des qualités de sprinter, a une bonne pointe de vitesse, Mozzato. On l'a vu notamment sur des classiques, sur des courses d'un jour ou sur des courses par étapes un peu plus modestes. Par contre, sur les grands tours, ça a souvent été un échec, Mozzato. On l'a rarement vu extrêmement performant dans cet exercice-là. Ça m'a même souvent surpris du côté de Mozzato. Alors parfois, il devait faire le travail pour d'autres coureurs. Là, en gros, quand on regarde l'Arkea, c'est le coureur, enfin c'est peut-être la meilleure opportunité, Mozzato. Après, ça sera à lui de mettre la balle au fond, c'est-à-dire d'aller chercher les résultats du côté de Mozzato. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé, moi, sur les grands tours, qu'il était décevant. Alors c'est peut-être parce que j'avais trop d'attentes par rapport à Mozzato, mais voilà, ça a toujours été mon petit défaut par rapport à ce coureur. Donc on verra comment ça se passe du côté de Luca Mozzato. Mais je me dis que dans cette équipe, bon, en gros, on ne peut pas vraiment viser le général. Donc autant viser quelque chose sur certaines étapes. Et ben, ça peut être les étapes de plat. Pourquoi pas essayer avec Mozzato, mais il faudra lui mettre quand même 2-3 mecs autour de lui. Il ne faudra pas le laisser tout seul, le coureur italien. On poursuit avec la pique-nique post-Tenel, Casper Van Uden. Oui, Casper Van Uden. Bon, on sait que pique-nique post-Tenel, c'est faire le job pour les sprints. Là, on a quand même Max Poul et Romain Bardet, donc on verra comment on se débrouillera. Je pense qu'on essaiera quand même autour de Romain Bardet. Après, Casper Van Uden. Si du côté de Romain Bardet ça se passe mal, si du côté de Max Poul ça se passe mal, on lui mettra peut-être un train à son service. C'est un coureur qui doit encore progresser. Pas pour moi, Casper Van Uden. Je pense que c'est un coureur qui doit encore travailler, qui doit encore s'améliorer du côté du néerlandais. Il a été capable d'être bon sur le Halou Latour une année face à Merlier, mais ça reste pas assez régulier en termes de résultats, et je trouve qu'il fait souvent des erreurs de placement, des erreurs aussi dans le timing pour lancer son sprint, et ça sur un grand tour ça pardonne pas. Donc j'ai peur que ces erreurs là lui coûtent très cher, surtout qu'il est pas au-dessus du lot de Casper Van Uden, donc ça risque d'être un peu compliqué pour le coureur néerlandais. On poursuit avec la Bardiani. On a des opportunités du côté de la Bardiani, Fiorelli, Marcelluzzi, par exemple, je dirais, même Manuele Tardi, sont des coureurs qui ont des bonnes pointes de vitesse. Malgré tout, allez, on peut faire 7e, 8e d'une étape, mais pas beaucoup mieux du côté de la Bardiani. Surtout, il y a quand même un peu de densité du côté du sprint, avec pas mal de coureurs intéressants. J'ai peur que ça soit compliqué du côté de la Bardiani, mais je me dis qu'on aura, je pense, un coureur de la Bardiani qui sera dans un top 10 d'une étape. Après, faire mieux que top 10, être en capacité de rentrer dans le top 5 en termes de résultats, là, je pense qu'il faudra un petit miracle sur une étape pour que ça arrive, sur une étape de plat pour que ça arrive. Mais allez, Marcelluzzi, Tarozzi, Fiorelli, on sait qu'il y a des coureurs qui ont des qualités du côté du sprint dans cette formation. Donc je me dis, allez, pourquoi pas tenter le coup du côté de cette formation. Bon, Corbin Strong, là aussi, sur les étapes de plat, on sait que c'est est impossible. Sur les étapes en arrivant en bosse, le problème c'est que vous avez Van Aert, vous avez Magnier, vous avez Olaf Koy,
Vous avez Caden Groves qui sait quand même passer les bosses. Il y a quand même pas mal de coureurs, sprinteurs qui savent passer les bosses et qui sont devant lui dans la hiérarchie. Même un Mozzato, j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour Corbin Strong, surtout avec une équipe comme ça où il n'y aura pas d'aide. Voilà, quand vous voyez le collectif, on est quand même plutôt tourné autour de DRG. Alors, il va quand même essayer de saisir sa chance, mais je pense qu'il aura du mal à rentrer dans le top 10 des sprints. Et on peut se poser la question, et je pense qu'Israël, Premier Tech, se posera la question, si DRG fait un très bon début de course, est-ce qu'on ne le mettra pas au service, lui aussi, de DRG, et il aura peut-être plus forcément l'opportunité d'aller chercher des sprints. Donc ça va être un peu la grande interrogation du côté de Corbin Strong. On passe aux hommes invisibles. Premier, du côté de la Bahreïn, Pasqualone ou Govkar. Govkar, pour moi, c'est pas suffisamment bon. Zambanini, là aussi, c'est quand même très léger, je trouve, Zambanini. Pasqualone, c'est un poisson pilote. Maintenant, c'est un poisson pilote. Je pense qu'il a vieilli. Les jambes sont moins bonnes qu'avant du côté de Pasqualone. On l'a vu l'an dernier. Il avait un peu du mal quand même sur les sprints sur le Tour d'Italie. Zambanini, ça me semble tendre, très tendre encore. Govkar, je ne suis pas vraiment convaincu par ses capacités dans cet exercice-là. Je ne sais pas si on jouera les sprints pour Pasqualone ou Zambanini, mais de toute manière, ça risque d'être un peu compliqué du côté de la Bahreïn. Et puis, n'oublions pas que nous avons un leader qui est Tiberi, qui, je pense, sera bien positionné après le premier contre-la-montre. Donc, il n'y aura peut-être pas forcément, on sera peut-être déjà en train de travailler pour Tiberi. Peut-être pas forcément d'opportunité pour ces coureurs-là, mais je ne suis pas sûr qu'on parle beaucoup de la Bahreïn Victorious du côté des sprints, surtout que c'est vraiment une équipe qui sait faire le travail dans cet exercice-là. Astana, il n'y a que Mats Kanter, c'est pas suffisant. Avec Nicolas Conchi, pour moi, c'est pas suffisant du côté des sprints. Je pense qu'on mise sur d'autres courses. Peut-être le Tour de France, je pense sur le Tour d'Italie, on mise plus sur la montagne et pourquoi pas un bon classement général pour Fortunato. Je pense que Kanter et Conchi joueront peut-être les échappées, mais je pense que le sprint, ça ne sera pas possible pour eux. Et puis je termine avec UAE. Certes, on a Baroncini, bonne pointe de vitesse Baroncini, mais on sait que chez UAE, on a un leader, Juan Ayuso, ou un deuxième leader, Adam Yates. Et Baroncini, j'ai peur que soit ils soient obligés de se débrouiller seuls, ça risque d'être un peu compliqué, soit ils sont obligés de faire le travail pour les autres. Et ce n'est pas véritablement un sprinter, c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, mais c'est plutôt un coureur de classique, ce n'est pas véritablement un sprinter. Donc je pense que sur une Vuelta, ça pouvait le faire pour Baroncini. Pourquoi pas, ça aurait pu être une grosse surprise. Mais là, sur le Tour d'Italie, je pense que ça va être compliqué. On passe désormais aux équipes qui n'ont pas de sprinter. On commence avec l'AEF, vous voyez, du côté de l'effectif. Le coureur qui a la meilleure pointe de vitesse, c'est Casper Asgreen, mais ça me semble impossible qu'il joue les sprints, Honoré non plus. Donc il y a un moment, on jouera autre chose du côté de cette formation, notamment la montagne. La Groupama, là, aucun sprinter du côté de cette formation. Il n'y a pas de Paul Penouet au départ, donc il n'y aura pas vraiment de miracle du côté de la Groupama FDJ. On se concentrera autour de David Gaudu. Ineos, pas l'habitude d'emmener des sprinters. En gros, leur meilleur sprinter, c'est Ghana. Surtout que Caleb Ewan a pris sa retraite. C'était peut-être l'idée au départ d'emmener Caleb Ewan sur ce Giro, mais il a décidé d'arrêter. Caleb Ewan, il n'a pas retrouvé la flamme, ce qu'il a dit en interview. Donc, on jouera autre chose. Brandon Rivera-Smith ne va pas se mettre à faire des sprints. Donc, on jouera la montagne avec Arensman et Bernal. La Red Bull, là aussi, pas de coureur avec une grande pointe de vitesse. Du côté, c'est peut-être Nico Denz qui a la meilleure pointe de vitesse, mais bon, Nico Denz, il ne va pas jouer les sprints. Donc, ça risque d'être un peu compliqué du côté de cette formation. La Jayco Alula, c'est rare du côté de la Jayco Alula, mais pas véritablement de sprinter pour moi dans cette équipe. Je pense que c'est un peu trop léger, voilà. Dans cet exercice-là, Ed Byrne, par exemple, je ne le vois pas faire des sprints. Luc Plapp, certaines bonnes pointes de vitesse, mais à la régulière, je ne le vois pas non plus sprinter. Donc, on se concentrera certainement sur pas mal d'échappées, je pense, du côté de Jayco Alula. Et peut-être la montagne avec Zana ou Harper, mais je pense que
L'objectif, ça sera plutôt les échappées du côté de cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo du côté des sprinters. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!